Et je souhaite simplement témoigner de ce que j'ai pu constater avec beaucoup d'amertume sur ces 10 ans. Et si je fais ça, c'est que j'en ai besoin. On a tous nos référentiels, nos éducations, des façons différentes de vivre et de ressentir les choses, et la mienne, c'est pas forcément la vôtre. Bah ouais, moi en fait c'est pour ça, sa vidéo, je l'ai pas regardée. Je découvre avec vous là, mais comment dire, c'est précis la position de Nota Bene parce que typiquement c'est la grosse chaîne d'histoire sur laquelle des droitards peuvent bander en mode regardez-le, le viking aux yeux bleus qui me parle d'histoire, qui me parle de la grandeur de Napoléon, machin. Même si en soi, dans ses formats, il est neutre quoi. Il dit pas que Napoléon c'est de la merde ou quoi, ou des trucs comme ça. Il te raconte l'histoire, mais il te la raconte bien, il la raconte bien en soi, c'est un peu épique. Du coup, oui, moi, je pense que souvent dans sa vie, il a été face à une confusion. Ou à mon avis, on pouvait lui prêter un peu comment dire, des velléités nationalistes ou des choses comme ça. Donc, Nota Bene donne son avis. Oui. Du coup, il faut bien noter son avis. C'est un infiltré, il est de gauche. Bien sûr qu'il est de gauche. Ça me ferait profondément chier si, après avoir écouté... J'ai peur qu'ils disent que les extrêmes se rejoignent. Mais les gens, vous avez jamais capté que quand il dit bonjour camarade et tout ça, c'est pas innocent, hein. Les gens, chers camarades, sa formule quand il commence les vidéos, c'est de dire chers camarades. Vous pensez que c'est juste que vous n'avez pas compris, hein, mais... émission, vous regardiez plus Nota Bene avec le même œil, mais moi je pense que c'est nécessaire. Donc si vous avez peur que ma personnalité, ma vision, mes choix rejaillissent sur votre perception de l'émission, eh ben partez, hein, franchement. Et merci tout de même pour votre soutien, je tiens à le préciser. Sinon, c'est le moment de vous raconter une petite histoire, la mienne. Je m'appelle donc Benjamin Briot, j'ai 36 ans, et depuis 10 ans maintenant, on me connaît sur internet sous un pseudonyme, Nota Bene. Bon, l'histoire, elle est simple et connue, hein. J'étais au chômage. Putain, 36 piges, ça y est, hein, les gens ils vieillissent. Hein. Je me faisais chier, et puis j'ai un copain qui passe à la maison, qui me fait découvrir YouTube, et là, paf, je me dis que ça serait bien de tuer le temps en créant ma propre chaîne YouTube. Après tout, il y avait plein d'émissions qui étaient absolument passionnantes, qui se montaient, mais j'en trouvais pas sur un sujet que moi j'aimais bien, à savoir l'histoire. En 10 ans, la chaîne est devenue une machine à fabriquer de la vidéo. Hein. J'ai la chance de bosser avec de nombreux collaborateurs, de rencontrer des historiens, des historiennes absolument formidables, de pouvoir élargir mes horizons et mes connaissances personnelles. Je suis très fier de ce que j'accomplis aujourd'hui, même si c'est pas toujours facile. Mais surtout, je suis infiniment reconnaissant de pouvoir pratiquer ce métier où on rencontre autant de passionnés, hein, des gens qui m'ont aidé à évoluer. Il a 10 ans depuis 36 ans, oui, c'est ça, un coming out trans-âge. Et là, il nous explique qu'il veut avoir 10 ans sur sa carte d'identité. Ouais. Professionnellement, mais aussi personnellement. Hein. Mon regard sur l'histoire, il a profondément changé depuis 10 ans. J'avais pas conscience en 2014. C'est à quel moment qu'il se fait couper les couilles? Je comprends pas. De ce qu'était vraiment l'histoire. L'idée c'était de faire rire, de divertir avec l'histoire, parce que l'histoire c'est intéressant, il y a plein de faits rigolos, incroyables, dramatiques, c'est un terrain qui est génial pour apprendre et pour découvrir des choses. Alors qu'est-ce qui pourrait mal se passer dans le fait de lancer une chaîne d'histoire pour partager ce que l'on apprend avec les autres ? Et plein de choses. De par son traitement médiatique, je connaissais surtout l'histoire bataille ou l'histoire des puissants. De par ma propre histoire familiale, j'avais conscience d'une histoire sociale, économique. D'ailleurs, à la fac, hein, sur les 6 mois que j'y ai passé, j'avais bossé sur les conditions de travail des enfants dans les mines à la fin du 19e siècle, quand on m'avait laissé le choix d'un sujet. Mais ah ouais, oui, c'est bien comme sujet. Oui. Et au fur et à mesure que j'explorais de la déprime, hein. Des pistes pour les émissions de la chaîne la voix de présentateur télé, désolé, il est fort, hein, il parle bien. Hein. YouTube, je me rendais compte que l'histoire, elle était absolument partout. Elle peut être politique et militaire, certes, sociale et économique, hein, c'est certain, mais elle peut être aussi scientifique, culturelle, religieuse. On peut faire de l'histoire des objets. Hein. Le stylo que vous tenez dans la main, il a une histoire, tout comme le logement que vous occupez ou le lit dans lequel vous dormez. Le nom de la rue dans laquelle vous habitez, il fait référence à une histoire, à un événement. Les lois qui régissent notre... C'est vrai ça. Hein. Regardez, genre par exemple, là j'ai une canette de Tropico que j'ai acheté au kebab tout à l'heure. C'est vrai qu'elle a une histoire. C'est quoi l'histoire de Tropico et de son fameux cocktail orange et ananas? Notre pays, elles sont aujourd'hui en place et elles répondent à des problématiques qui se sont posées dans le passé. Et donc, il y a cette prise de conscience assez rapide, hein, quand même, rassurez-vous, que l'histoire, elle peut être abordée de 10 000 façons différentes. Histoire coloniale, ah oui, j'avoue. Oui, 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 je pense que c'est une boisson coloniale. Hein. Putain! Ce qui me rassure aussi, hein, quand je vois d'autres chaînes YouTube d'histoire qui popent sur Internet. En réalité, toutes ces chaînes, on a des façons totalement différentes de raconter l'histoire, de la présenter, de la décortiquer. On a des personnalités qui sont différentes et des envies différentes aussi sur nos lignes éditoriales. Et pour transmettre cette histoire, donc, il faut la comprendre, ou en tout cas saisir les tenants et les aboutissants de ce qu'est l'histoire, de sa méthodologie, de ce qu'elle peut apporter, mais aussi, hein, il faut avoir conscience de ses limites. Tu mets quoi dans ton kebab, Moufette? Moi, en fait, quand je demande un kebab, j'ouvre le portique, je pousse le gars qui prépare le kebab, et dedans, je mets de la mayo, je mets
je mets du poulet, je mets du pain burger, puis je mets de la salade par-dessus le kebab, pas dedans. Voilà. Pour moi, l'histoire, à la base, c'est une manière de s'évader, de s'extasier un petit peu sur le monde, ou pas quand on voit à quel point l'homme peut être terrible, parfois. Mais en tout cas, l'histoire, elle permet, selon moi, de mieux comprendre. Non, en vrai, je fais kebab sauce blanche, et moi je fais... Parce que j'ai un kebab un peu... Oh, j'ai envie de dire, c'est horrible. Moi, j'ai un kebab civilisé. Donc, il est propre. Et en plus de ça, il y a des ingrédients nombreux. Hein, voilà. C'est un... Non, mais du coup... Non, je prends pas un supplément feta. Non, du coup, moi, je choisis maïs, chou rouge, olive. Un kebab de blanc. Maïs, chou rouge, olive. Petit kebab. Et généralement, je prends pas kebab, je prends brochette. Je prends brochette ou alors poulet tandoori, maïs, chou rouge, olive et sauce blanche. Kebab des lecteurs ELV. Laissez-moi, c'est moi, j'aime ça. C'est pas un kebab, ça. Oui, bah, moi, il me plaît, mon kebab. D'être terrible. Olive dans le kebab, c'est trop bien. Le mieux, ça serait des olives noires, mais ils ont que des vertes. Parfois. Mais en tout cas, l'histoire, elle permet, selon moi, de mieux comprendre d'où on vient, pour aider en tout cas à aller où on va. En somme, en gros, à saisir les mécanismes qui vont agiter nos sociétés. Et bien sûr, chaque personne qui bosse sur l'histoire ou dans l'histoire voit un peu les choses à sa manière. Ce que je vous dis là, c'est assez subjectif. Et j'ai rencontré un historien qui me disait que l'histoire, ça sert à rien. Et il avait des arguments des arguments intéressants. En tout cas, on en vient vraiment au cœur de ce que je veux aborder. Moi, ça m'intéresse. Attends, mais ça, c'est une position. Genre, j'aimerais trop voir un débat là-dessus. Un historien qui veut chercher à t'expliquer que l'histoire, ça sert à rien. C'est passionnant. Par pitié, Nota Bene, donne-nous l'adresse de ce gars, quoi. Il faut l'inviter, il faut faire une émission avec lui. C'est trop, je sais pas, c'est trop intéressant comme... C'est trop... Ouais, bref. Et il avait des arguments des arguments intéressants. En tout cas, on en vient vraiment au cœur de ce que je veux aborder. Je trouve aussi que c'est stérile, l'histoire. Bah, non, mais moi, je me demande vraiment sur quel angle il part. Est-ce que c'est un angle un peu nietzschéen, le droit à l'oubli quel argument tu mets en place pour dire que l'histoire sert à rien? Et aujourd'hui, avec vous. Si je vous dis que j'étais naïf en 2014 quand j'ai lancé Nota Bene, je force un petit peu le trait, mais c'est vrai. J'avais pas vraiment conscience, en tout cas pas autant qu'aujourd'hui, de la puissance de l'histoire. Et au fur et à mesure, de par le succès de l'émission, je suis amené à développer une équipe et à faire écrire les sujets de l'émission par des historiens et des historiennes. Là où, auparavant, j'étais tout seul à faire mes petites recherches, à faire mes petites synthèses, à me casser la tête pour trouver des angles originaux. Là, maintenant, j'ai beaucoup de gens qui sont hyper calés, qui viennent m'aider à construire ce que deviendra Nota Bene. Oui, et d'ailleurs, ce qui est assez précis avec le taf de Nota Bene, parce que moi, ça fait longtemps que je suis un peu, c'est qu'à l'époque, c'est parce qu'il a eu des dramas avec des historiens, ils lui ont dit, bon, ton taf, il est bien. Il est pédagogique, mais là, t'as dit de la merde toute la vidéo, là. Il s'est un peu accroché avec des gars comme ça, et en fait, il a juste réussi à les ramener. Il leur a dit, bon, bah, moi, je fais une émission, je peux vous payer, écoutez, vous dites que c'est de la merde, venez travailler avec moi. Et effectivement, ces mecs-là travaillent bien, et ils ont eu raison de lui dire que c'était de la merde, et c'est pour ça que ces vidéos se sont améliorées aussi. Et donc, on arrive à des épisodes qui, selon moi, sont souvent bien plus profonds, et surtout, au-delà de raconter une histoire, ce qui est toujours vital, parce qu'on est là pour divertir, avant tout. C'est des épisodes qui vont aborder la méthodologie aussi de l'histoire, qui met en avant ses victoires, ses échecs. Parfois, on sait pas ce qui s'est passé, et c'est pas grave, mais comment on fait pour tenter d'y voir clair quand on n'a pas de source? Eh ben, on cherche, on recoupe des indices, on fait des hypothèses, qu'on présente comme telles. Et ça, on le montre vraiment dans les épisodes. Et en exposant la manière dont les historiens et les historiennes travaillent, finalement, on sensibilise tout le monde, le public, au fait que l'histoire, c'est souvent plus complexe que ce qu'on croit, qu'il faut prendre des précautions, qu'on peut pas avancer n'importe quoi, n'importe comment. Et c'est à ce moment-là, finalement, que ça dérape. C'est là que je me dis que j'ai été naïf en 2014 en lançant Nota Bene. Parce que c'est à partir de 2017-2018, quand je commence vraiment à passer les rênes de l'écriture, du fond des sujets à des scientifiques, que je vois monter vraiment les premières oppositions dans les commentaires YouTube. À cette histoire... Ah, c'est intéressant ça. Que je veux quand même plus nuancée, plus prudente, parfois plus tranchante aussi, parce que quand on expose un consensus et qu'on dit que là tous les scientifiques sont d'accord sur un point, je vois des réactions qui pop. C'est un mensonge, l'histoire elle s'est pas passée comme ça, l'histoire elle est écrite par des vainqueurs, là tu nous vends une histoire officielle, tu nous vends une histoire militante. De plus en plus, alors que de mon côté, il me semble... Donc là il parle des gauchistes un peu là, non? Un youtubeur avec de l'esprit critique sur ses vidéos, ça fait un meilleur staff sur le long terme au MG. Oui. Tout faire pour que le contenu soit le plus carré possible, je vois des gens qui remettent en question mon travail, voire qui deviennent carrément... Là, il parle des deux un peu, là. Hostiles
en commençant à m'envoyer des messages de menaces, allant jusqu'à insinuer qu'il pourrait m'arriver des bricoles si je continue. En fait, cette histoire que je partage, elle est devenue politique. Non pas parce que j'ai eu un engagement militant en voulant répandre un discours idéologique, en tout cas, moi je crois pas, mais parce que l'histoire est politique. Oui. Et le simple fait d'avoir une ligne éditoriale qui montre une histoire plurielle, une histoire sur toutes les périodes, de tous les continents, de toutes les thématiques, une histoire scientifique, c'est un acte politique. Oui, à chaque fois que tu dois raconter quelque chose, c'est politique en soi. Tu fais des choix de narration, quoi. Et ça, j'en avais pas vraiment conscience en 2014. C'est un acte politique parce que... Et même, moi j'irais plus loin, il n'y a pas que raconter l'histoire. Raconter des choses tout court, c'est politique. Genre, c'est tout, c'est... Même une histoire, même quand t'écris un scénario, c'est politique de choisir quel est ton personnage, quel point de vue tu choisis. Alors, c'est bien sûr. C'est un acte politique. Et ça, j'en avais pas vraiment conscience en 2014. C'est un acte politique parce que c'est une histoire qui vient fondamentalement se confronter à d'autres formes d'histoire. Une histoire romancée. D'ailleurs, hier, pardon, désolé, j'y pense. Hier, là, en ce moment, je suis dans ma lignée Lars von Trier. Je me fais la filmographie de Lars von Trier. Là, j'ai vu Breaking the Wave de 96. Ouais, c'est battant. J'ai peut-être été un peu ému à la fin, quand même. C'était un peu bon. Voilà, c'est un peu Bresson, quoi. Mais après, je sais pas, en même temps, il y a un truc un peu jouissif et cruel de pouvoir utiliser le cinéma pour faire souffrir des personnages comme ça, pour les emmener dans quelque chose d'un peu sombre et tout. Et en même temps, le film, il est un peu naïf, mais il est un peu à l'image de son personnage principal. Lars von Trier, il aime bien déprimer quand même. Entre ça et Dancer in the Dark. Me dis rien parce que je l'ai pas encore vu, là. Pour l'instant, je me les regarde tous. Voilà. Mais là, déjà, j'ai vu... Là, je me suis fait la trilogie de la dépression, là, enfin la dernière, là. Et puis là, je reviens un peu sur les plus anciens. Je voulais déjà me confronter. Et franchement, Antichrist, j'ai pas trop aimé. Je trouvais ça un peu pauvre. Et je trouvais que ça m'a pas transporté. Nymphomaniac, j'ai beaucoup aimé. Et Mélancolia, ça reste ça reste ce qui m'a fait entrer dans sa filmographie, quoi. Et là, ce que je découvre, là, les vieux films et tout, c'est bien, hein. Bon, bref. C'est une histoire qui vient fondamentalement se confronter à d'autres formes d'histoire. Une histoire... C'est tellement influencé par Pacôme. Mais c'est pas que je suis influencé par Pacôme, c'est que j'accepte de me soumettre au fait qu'il y a quelqu'un qui m'apprend des trucs. Donc j'accepte de me faire influencer. Enfin, c'est comme ça dans la vie. Nous ne pouvons pas choisir d'être influencés. Par contre, on peut choisir qui nous influence. Si on est un peu lucide, on se met au service de ce que les gens nous suggèrent d'aller voir, d'aller regarder. C'est ça aussi l'amitié. L'amitié, c'est de se dire, ok, lui, je lui fais confiance, je vais aller voir ce qu'il me dit de regarder, machin, truc. Il va taper sur les droits en mode roman national, je pense, quel plaisir. Oui, mais du coup, est-ce qu'il va faire de la pub pour Vieux Man? Ouais. La première trilogie sur les naïfs, elle est super. Donc ça, c'est la trilogie des naïfs, là, le film que j'ai vu. Mais c'est la première trilogie de Lars von Trier, c'est pas Europa? J'ai cru, hein. Bon, bref. Non, Europa, c'est juste un film, non? Premier stream chez toi, tu slay. Waouh. Parce que c'est une histoire qui vient fondamentalement se confronter à d'autres formes d'histoire. Une histoire romancée, notamment celle de la France du 19e siècle, qui est encore en vogue dans des milieux extrémistes. En retraçant l'histoire des Vikings ou des samouraïs, des figures qui sont guerrières et viriles, souvent récupérées par des gens qui placent ces valeurs comme l'honneur, la bravoure, le patriotisme au cœur de leur vie, et en démontrant que non, les Vikings, c'est pas que des barbares assoiffés de sang, qu'ils étaient pas meilleurs que d'autres guerriers à cette époque, et que oui, un samouraï pouvait facilement trahir son maître si on lui proposait des contreparties plutôt alléchantes. Et en faisant ça, on vient en opposition frontale à un discours qui les a forgés, ces gens-là, à des images qui pour eux font sens et font même figure de... Mais il y a même pas que les samouraïs ou les Vikings, il y a les chevaliers, bordel. Moi, je me suis évertué à essayer d'expliquer ça à des gens, mais les chevaliers, c'est pas la noblesse, les gens nobles comme ça et qui vont se battre pour la croix. Non, c'est plus complexe que ça. Il y en a plein, c'est des ripoux. Il y en a plein, ils courent les campagnes, ils ont rien à faire. La plupart du temps, ils finissent par devenir des voleurs. En fait, les chevaliers et les voleurs, c'est à peu près les mêmes personnes. La seule différence, c'est qu'il y en a un jour qui gagne dans un tournoi et qui finit par être dans les bonnes grâces d'un seigneur, qui finit par l'adouber et qui finit par l'envoyer à l'armée pour être, je sais pas moi, général, machin ou quoi que ce soit. Mais à la base, il y a beaucoup de ripoux. Enfin, c'est beaucoup de gens qui ont rien à faire de leur journée. Du coup, ils bouffent comme ils peuvent, quoi, en détroussant des marchands. La délinquance de l'époque, c'est la chevalerie. Faut le comprendre un petit peu, quoi. Référence. Un autre exemple, c'est quand on a... Même pas que la délinquance, quoi. C'est la criminalité, même. aborde la figure des orques, des elfes, des nains à travers la fantaisie.
et qu'on explique comment les auteurs, en fonction des mouvements sociaux de leur époque respective... Les mercenaires plutôt. Mais les mercenaires, mais les chevaliers et les mercenaires, c'est aussi les mêmes. Hein. Genre, vous avez pas l'impression que les chevaliers, c'est aussi des mercenaires. Genre, ils se mettent au service de ceux du plus offrant aussi. Hein. Des nains à travers la fantaisie. Et qu'on explique comment les auteurs, en fonction des mouvements sociaux de leur époque respective, vont s'emparer de ces figures-là pour dénoncer les travers de leur époque, et ben soudain, on va désacraliser ce qui pour eux n'était que du fantastique et n'avait aucun fondement dans le réel. Les orques, c'est les orques, hein, c'est des méchants qui sont stylés, et puis c'est tout. Sauf que quand on questionne le racisme dans la représentation des orques, qui est au cœur même de nombreuses œuvres, et ben... Ah tiens, c'est marrant ça. Il revient sur la vieille polémique qu'il y avait eu autour des orques, Tolkien et tout ça. C'est vieux. Vous vous rappelez de ce truc-là? Vous vous rappelez de la polémique là-dessus? Tolkien en sueur. Bah oui, mais en même temps, moi je vais pas dire le contraire. Hein. C'est vrai que les orques, c'est un peu raciste. Mais après, moi je suis en mode, oui bon... On peut le savoir, on peut se poser des questions là-dessus, mais c'est quand même une vieille œuvre, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Des orques bien racistes sur l'Orient dégénéré. Non, non. Pourquoi vous dites non? Ça l'est, les gens, ça l'est un petit peu, mais bon, c'est pas grave. On peut pas prouver après. Mais il y a même pas besoin de le prouver. Il y a même pas besoin de le prouver. Littéralement, c'est une œuvre occidentale à l'ancienne, à une époque où les colonies, c'était encore le truc. Enfin bref, ça me paraît pas compliqué, en fait. Sauf que quand on questionne le racisme dans la représentation des orques, qui est au cœur même de nombreuses œuvres, eh ben pour certains, on fait pas de l'histoire. On va réécrire cette histoire pour servir une idéologie. En l'occurrence, les woke qui nous saoulent. Je veux dire, les gens... Là, c'est intéressant parce que sur le plateau de Zawal Talk, il parlait des vampires pour dire oui, les vampires, allusions sexuelles et tout ça. Oui, bon, après, il faut aussi revenir sur le fait que les vampires, c'était quand même un imaginaire très antisémite, hein. Le premier roman de Dracula, c'est littéralement un roman écrit par un mec antisémite. Hein. C'est l'époque de l'Angleterre. Et tiens, c'est marrant, c'est la même époque qu'il y a eu la question du foyer juif en Israël et tout ça. Bref, c'est exactement les mêmes époques, les mêmes milieux bourgeois, intellectuels et tout ça. Bref, mais en tout cas, c'est baigné de... Et ça ne nous empêche pas aujourd'hui d'aimer des vampires. C'est pas sexuel. Mais si, il peut y avoir un truc sexuel qui vient de là. Mais à la base, les vampires, ça vient surtout, c'est les pays de l'Est. Et c'est lié à des maladies, à des guerres et au fait que... Bref, voilà, les revenants, quoi. Mais on peut faire revenir ça beaucoup plus loin. Enfin, les vampires, on peut aussi faire revenir ça au mythe des... comment on dit déjà? Les morts mangeurs, les morts gratteurs. Je sais plus comment on dit. C'est ceux qui avaient des tombes. Et en fait, sur les linceuls, on retrouvait des trous. Ou alors on avait l'impression qu'ils grattaient leur tombe et tout ça. Et en fait, c'est une question de gaz carbonique. C'est-à-dire que quand un corps se décompose, il y a du gaz, du coup il fait des proutes. Et du coup, il a aussi du gaz qui sort par sa bouche. Et c'est un gaz qui peut être un peu corrosif. Et donc ça dépend comment tu emballes un corps. Mais si tu l'emballes avec une certaine matière, le corps, il peut très bien percer la matière, en fait. Le gaz peut très bien percer la matière. Mais sauf que les gens, à l'époque, quand ils ouvraient des tombes et qu'ils constataient ça sur la tombe, ils se disaient que les morts étaient encore en vie et grignotaient leur cercueil, quoi. Donc le truc des vampires, il vient aussi un peu de là. Il vient un peu aussi de cette généalogie où on s'est toujours dit qu'il y avait des morts qui revenaient à la vie. Donc le zombie et le vampire sont pas très éloignés en soi. D'ailleurs, à la base, le vampire, il ressemble plus à une goule et à un zombie qu'à un vampire tel qu'on l'entend. Le premier vampire stylisé, il est très antisémite. Le premier vampire stylisé, c'est Nosferatu. C'est avec un grand pif et tout ça. Enfin voilà. Réécrire cette histoire pour servir une idéologie. Et bref, mais là où je voulais en venir, c'est que c'est pas parce que les orques peuvent être un peu racistes, et c'est pas parce que les vampires ont des origines antisémites, que dans la culture actuelle, on doit juste bannir leur existence. Non, c'est une reformulation perpétuelle des imaginaires qui s'embriquent, qui évoluent. Moi, je trouve ça bien. Je veux dire, c'est tout, c'est comme ça. Puis c'est tout. Tu fais trop bien Nosferatu. Sauf que quand on questionne le racisme dans la représentation des orques, qui est au cœur même de nombreuses œuvres, eh ben pour certains, on fait pas de l'histoire. On va réécrire cette histoire pour servir une idéologie. En l'occurrence, les woke qui nous saoulent à vouloir tout politiser et avoir le mal partout. Voilà. Or, moi ce que je vois là-dedans, c'est la formidable opportunité de comprendre comment cette figure de l'orque, elle a évolué. Et en plus, c'est ça qui me fascine un peu chez les droitards comme ça, qui sont saoulés du fait qu'il y ait des historiens qui leur pondent des trucs qui leur conviennent pas. Mais vous êtes des enfants, en fait. Vous voulez rester à l'époque où votre connaissance de l'histoire, c'était Maestro sur France 2 qui vous expliquait que les chevaliers, ils étaient stylés.
Alors vous avez pas envie de grandir en fait, vous avez pas envie de vous confronter à des historiens qui font des fouilles archéologiques et qui vous disent qu'il y en avait qui étaient des ripoux, il y en avait c'était des salauds, les chrétiens c'était un peu des connards, les abbés ils vendaient des cornes de machin à des prix, enfin bref, je sais pas, les gens veulent pas grandir en fait, il y a un truc très enfantin dans la lecture de l'histoire. De pas vouloir y voir sa complexité, ben bref. C'est la formidable opportunité de comprendre comment cette figure de l'orque, elle a évolué, et à quoi elle peut faire référence. Et quand je reçois le texte de l'historien qui bosse sur ce sujet, et que je lis pour la première fois ce texte, eh ben, je me régale de prendre conscience du fait que je connaissais rien aux orques, alors que j'adore la fantasy depuis très longtemps. Bah ouais, c'est trop bien. Ouais, c'est pour ça, l'histoire, ça me fascine. Mais voilà, ça colle pas à l'agenda politique de certains. Alors attention, hein, je mets pas tout le monde dans le même panier. Je le dis depuis tout à l'heure. Vendre des cornes super chères, biodynamie. Je me suis un peu emmêlé dans ce que je disais, mais je parlais surtout de la capacité des abbés et des prêtres à pouvoir vendre, notamment le truc qui a créé qui a été beaucoup justifié dans la rupture protestante. Je sais plus comment on appelle ça. C'est l'espèce d'ordonnances qui permettent d'aller au paradis que tu peux acheter. L'Église se faisait beaucoup de thunes là-dessus. Globalement, quand tu étais un pêcheur, tu pouvais très bien, monnayant une certaine somme, avoir une sorte de papier qui te donne un accès au paradis direct. Les indulgences, voilà, c'est ça, les indulgences. Mais il n'y avait pas que les indulgences. Les abbés et les prêtres, ils vendaient aussi plein de quincailleries. C'est-à-dire que, par exemple, le commerce des cornes de licorne, qui étaient des cornes de Nerval, donc les poissons qu'on a du côté de la Norvège, Danemark et tout ça, bah en fait, c'était pas des gens dans des foires avec des boules de cristal qui vendaient ça. C'était aussi beaucoup d'abbés et de prêtres. Et qui disaient, regardez, c'est une corne de licorne, la grâce de Dieu et tout ça. Ou alors des fausses reliques. Il y en avait, ils prenaient juste des bouts de bois par terre et ils allaient vendre à leurs fidèles les bouts de bois en disant que c'était des bouts de bois de la croix de Jésus. Genre, il y a eu plein de trucs comme ça. Et c'est ce qui a notamment motivé la réforme protestante. Et du coup, voilà, enfin, c'est aussi cette idée-là, quoi. Quand les gens te parlent de la chrétienté, oh là là, l'imaginaire chrétien et tout ça, mais le contexte social aussi, c'est que les gens, ils savaient qu'ils se faisaient baiser par leurs abbés et leurs prêtres, quoi. C'était des ripoux aussi, quoi. Bref, pas tous, hein. On avait des biens. Mais bon. C'était une arnaque organisée aussi, l'Église. Bref. Moi-même, il y a plein de choses dont je n'avais pas conscience avant, et aujourd'hui encore, il y a plein de choses que je ne sais pas, ou que même je n'envisage pas. Les droitards, on n'a rien à foutre de la véracité, c'est pas nouveau. Mais ça me donne presque envie d'embrayer sur les personnalités autoritaires, là, dont parle la King Social, parce que à mon avis, ils vont en reparler là dans leur vidéo. Peut-être on va la regarder après, on verra. Mais rappelle, la personnalité autoritaire, elle a une tendance à la soumission. Ça peut paraître un peu bizarre, mélangé comme ça, mais c'est le cas. Et se soumettre à des récits, se soumettre à des ordres moraux. Littéralement, on peut ramener ça à, comment il s'appelle là, le Canadien qui te dit « range ta chambre ». C'est aussi des gens qui ont besoin qu'on leur dise « range ta chambre », quoi. C'est pour ça qu'ils ont envie de sucer un Bardella, un machin, des grandes figures, la hiérarchie. Bah oui. Des gens qui ont du mal à gérer eux-mêmes, quoi. Il y a une raison pour laquelle les contenus d'extrême droite, c'est à la fois de parler d'histoire, à la fois de parler du fait que il faut réussir à arrêter de se branler pour avoir une vie un peu plus saine, il faut aller à la salle de sport pour être un peu plus sain, et il faut apprendre à bien manger pour pas être une merde. Enfin, je veux dire, globalement, c'est des gens qui ont besoin de darons, quoi. Peterson, ouais, c'est ça. Mais il y a aussi des gens qui sont très conscients de tout ça et qui vont instrumentaliser l'histoire. Qu'ils sucent le vieux. Ah, mais moi, ça me dérange pas. Moi, j'ai besoin de darons aussi, hein. C'est juste que je préfère les trouver dans, je sais pas, des figures plus, je sais pas, spirituelles, plus intellectuelles, philosophiques. En créant des ponts là où il y en a pas, hein, en faisant des parallèles entre l'histoire et ce qui se passe de nos jours. Tout ça dans le but de faire passer leurs idées. On a pu voir des émissions à la télévision sur les invasions barbares, par exemple. Les invasions barbares qui ont précipité la chute de Rome et qui faisaient le parallèle avec... C'est marrant, il parle de vieux man, là. Il est littéralement en train de... Bon, bref. Les vagues migratoires déferlant sur l'Europe, ce qui mènerait notre civilisation à sa perte comme à l'époque. Or, les scientifiques qui ont travaillé sur le sujet savent que ces invasions barbares, que l'on n'appelle plus d'ailleurs comme ça, sont le fruit d'un roman, d'une fiction. Bah oui, déjà ça s'est passé sur plusieurs siècles. Et puis ensuite, enfin je veux dire, il y a une situation simple, c'est que les barbares étaient littéralement des gens mieux payés dans l'armée romaine que les Romains. Ça veut dire qu'ils étaient mieux organisés pour faire la guerre. Les Romains les payaient pour se battre contre d'autres barbares sur d'autres fronts. Donc il y a eu des alliances, ce qui a fait que vu qu'ils étaient payés avec de l'argent romain, ils pouvaient aussi payer des choses chez les Romains et donc s'installer chez les Romains. Si bien qu'il y avait une époque où à Rome, tu pouvais voir la caricature d'Astérix sortir de sa villa romaine dans le plus beau quartier de Rome et c'était chez lui.
C'était cette situation-là. C'est pas juste, ils sont arrivés, les barbares, ils ont débarqué. Non, il y avait une bourgeoisie barbare au sein de chez les Romains, et ça a créé des frictions. Hein. Il devait y avoir un racisme anti-barbare ou des choses comme ça. Hein. Ça devait certainement exister. C'est même sûr. Mais en tout cas, c'est comme ça que l'Empire s'est transformé. C'est aussi une question économique. Les barbares sont ceux qui remplacent les riches en place. Les Visigoths dans le sud-ouest Espagne. Oui, ça, après ça. Mais les Visigoths, eux, ils vont carrément envahir Rome, quoi. C'est eux qui vont vraiment mettre un clou dans le cercueil de Rome, hein, pour le coup. On a eu peu de... Là, pour le coup, c'est plus les Francs, justement, les Francs saliens, ce que va devenir Clovis et tout ça. Eux, pour le coup, ils étaient quand même sacrément alliés aux Romains. Et ensuite, quand les Romains ils ont commencé à sacrément décliner, bah, ils ont été envahir, je sais plus comment il s'appelait, le précepteur de la région, là, bref. D'une vision de l'histoire quand même très datée, qu'il faut largement nuancer. Et quand on essaye de replacer un discours scientifique sur la place publique, sur une chaîne YouTube, hein, par exemple, eh ben, ça va se heurter aux discours qui veulent instrumentaliser cette histoire en reprenant des vieux poncifs. Le résultat, c'est des dizaines de vidéos depuis des années pour tenter de dénigrer le travail de mes équipes par d'autres créateurs très orientés. Hein. C'est marrant, je les connais pas, ces chaînes. Des insultes très régulières sur tous les réseaux sociaux, des campagnes de harcèlement organisé, des menaces de mort aussi. Hein. Il y a des youtubeurs d'extrême droite qui détournent mes propos et les poussent sur les réseaux sociaux pour renforcer leur discours identitaire. Oui, oui, voilà. Moi, je me rappelle de l'époque où je me suis dit, ok, bah, quand j'avais bien compris les idées de Nota Bene, c'est quand il s'était... qui bah, à l'époque, c'était Raptor Dissident. Il parle de la bande du doc. Non, mais il me semble qu'à l'époque, c'était Raptor Dissident. Non, pardon, c'était pas Raptor Dissident, c'était Valeurs Actuelles. Les gens, il me semble que c'était Valeurs Actuelles. Valeurs Actuelles qui, sur leur... ils avaient fait un article, et dans leur montage, ils avaient fait une petite vidéo, et dans leur montage, ils avaient pris Nota Bene et un extrait de sa vidéo qui expliquait un truc. VA l'ont fait aussi, mais du coup, il y avait quelqu'un d'autre avant qui l'ont fait. C'est ça, non? Raptor l'Algérien, oui. Et il me semble que Raptor aussi a essayé de s'approprier un peu Nota Bene et tout ça. Et c'est à cette époque-là qu'il a un peu pété son câble sur les réseaux et qu'il a dit « Allez tous vous faire enculer, là, les droitards, on n'est pas amis, vous prenez pas mes vidéos et tout ça. » Et ça a été un peu la rupture. Ça a été le début pour lui du harcèlement et tout ça. Il avait dû refaire une vidéo pour leur dire d'aller se faire cuire le cul. Oui, je m'en rappelle. Bref. Et viriliste, et qui cherchent par la même occasion à me faire réagir pour que je leur donne une certaine visibilité, hein, une caisse de résonance. Ce que je me suis toujours refusé à faire autant que je le pouvais. Parfois, ils s'en sont pris à mes proches, hein, en les ciblant, eux aussi. Et donc, faut savoir que l'intimidation, les menaces, le harcèlement, tout ça, bah, ça finit par peser, hein, mine de rien. Et parfois, je me suis demandé si ça serait pas plus simple de tout arrêter. Alors oui, quand j'ai lancé Nota Bene en 2014, j'étais quand même bien naïf. Mais bon, après, ça va, tu peux résister, t'as une bonne structure, t'as du fric, enfin oui, je sais pas... Maintenant, de toute façon, c'est obligé. Hein. Maintenant, tu veux avoir un peu des idées de gauche, tu vas te faire harceler. Hein. C'est devenu la méta. Hein. Maintenant, c'est bon. 10 ans plus tard, je suis aussi déterminé à continuer ce qu'on fait avec mes équipes, à vous fournir une histoire. Toujours ouin, c'est bon, ça marche. Bon, les gens rigolaient pas avec ça non plus. Hein. Le harcèlement, il peut être chaud. Hein. Aussi déterminé à continuer. Moi, je me suis fait doxer. Hein. Moi, ils ont trouvé mon ancienne adresse et tout ça. Hein. Ce qu'on fait avec mes équipes, à vous fournir une histoire scientifique nuancée sur tous les sujets. On va pas se laisser faire par l'extrême droite. Moi, je le dis ici. Si vous votez pour des partis d'extrême droite, il y a aucune volonté de vous inciter. Imagine ce que reçoit PDH. J'ai pas besoin de PDH. Hein. Il suffit d'aller voir Wissam. Hein. Moi, c'est fou. Hein. Wissam, quand il poste une vidéo, quand il poste un message, des fois, je vais voir l'espace commentaire, mais je me dis, ouais, mais c'est... Oh, c'est violent, quoi, mais bon. Avec mes équipes. Il est solide, Wissam, il sait très bien ce qu'il fait. Fournir une histoire scientifique nuancée sur tous les sujets. On va pas se laisser faire par l'extrême droite. Oui, Ouria, c'est chaud. Mais Ouria, c'est beaucoup plus... Ce qui est pire avec Ouria, c'est qu'elle se prend beaucoup de diffamation injuste de la part de gauchistes. Hein. Genre, il y a vraiment des gens qui l'ont jamais lu, ils ont même pas mis ne serait-ce qu'une seule fois le nez dans ses idées pour essayer d'y voir un peu plus clair. Et ça balance que des trucs... Mais les gens, pour vous dire à quel point c'est le cas, genre, par exemple, là, je suis dans les recherches de coloc en ce moment. Je vais pas en dire trop non plus, parce que j'ai pas envie de... Voilà. Mais j'ai contacté une coloc, et cette personne, elle parlait d'antiracisme et tout ça dans son post, et donc dans ma présentation, je dis, ah, bah, je parle d'antiracisme un petit peu, et je parle de PDH. Je parle de l'AFI un petit peu, tu vois, même si je suis pas proche de l'AFI, enfin voilà, j'essaie de lui expliquer un peu où je me positionne. Et la personne, le premier message qu'elle m'envoie, c'est merci beaucoup pour ta présentation, mais tu as pas remarqué que j'étais juif? Et je lui réponds, je lui dis, mais non, pourquoi? Genre, j'ai pas compris, je fais pas attention à ça en général.
Et la personne, ensuite, elle m'écrit un long pavé en me disant oui, mais PDH, c'est Ouria Boutelja. Ouria Boutelja, full antisémite, full homophobe, machin, des trucs comme ça. Et France Insoumise, c'est Mélenchon. Mélenchon, son propos, antisémite, voilà. Et j'étais en mode waouh, putain, waouh, c'est. Et c'était une personne militante engagée, hein, dont je néglige pas le côté militant et tout ça, mais ça m'a fait mal au cœur, en fait. Je me suis dit, waouh, putain, on est dans cette situation de merde. Hein. On est dans cette situation de merde où les gens s'étripent. Alors que globalement tout le monde est d'accord, quoi. Enfin, c'est fou. Je le dis ici, si vous votez pour des partis d'extrême droite, il n'y a aucune volonté de vous infantiliser ici, hein, je le précise bien. C'est mieux de ne pas l'avoir comme colloque. Ah oui, la personne m'a sorti oui, la parole des concernés, franchement, t'as pas à remettre en question ma parole, si je te dis que c'est antisémite, nanana. J'étais en mode oui, bon, allez, c'est bon. Ouais, c'est bon. Mais c'est ça aussi de vouloir être dans des colloques un peu queer. C'est que tu tombes, oui, c'est pas... Vous voyez, j'ai un peu peur de ça, les gens. Hein. J'ai un peu peur de ça. Hein. Si certains connaissent bien l'histoire mais décident de l'instrumentaliser pour servir leurs propos, moi je pense que beaucoup de gens qui suivent ces discours populistes, mensongers, trompeurs, et d'ailleurs que ça soit à l'extrême droite ou dans d'autres mouvements politiques hein, d'ailleurs, eh ben c'est des gens qui ont juste pas le temps de se poser sur ces sujets complexes qui nécessitent pas mal d'efforts pour les comprendre. Et je m'inclus là-dedans. Hein. Si je m'exprime pas sur tout un tas de sujets ou sur parfois l'actualité, c'est que je considère que je suis pas assez calé pour y voir clair. Et j'essaye de me reposer sur l'expertise de personnes qui me semblent faire du bon boulot. Et c'est ça qu'on essaye de faire finalement collectivement avec Nota Bene. C'est apporter un éclairage, une source fiable d'informations sur l'histoire, en plus d'une émission de divertissement. Parce que si on la connaît, cette histoire, on est quand même moins susceptible de se faire manipuler par elle. Si on vous dit que dans le passé, les barbares ont entraîné la chute de Rome en envahissant leurs terres, ça fait peur quand même, hein. Vous voulez pas finir comme ça, vous voulez pas finir comme Rome. La réponse de l'extrême droite, du coup, elle est toute trouvée. Faut arrêter les migrants. Voilà. Putain. C'est un discours qui est simpliste et qui est simple à Mais oui. comprendre. Avoir un argumentaire prendre les gens pour des cons. Qui est plus construit, scientifique, solide, basé sur des sources, caler un peu de nuance là-dedans sans dire amen non plus à n'importe quoi, c'est sûr que c'est plus compliqué. C'est assez rigolo hein, quand on y pense, parce que après 10 ans de Nota Bene à traiter des sujets d'histoire tous plus variés les uns que les autres... Iliès, il fait peur, je sais pas comment il fait pour pas être énorme vu qu'il parle tout le temps de bouffe. Bah il fait 2 mètres. Genre c'est littéralement, c'est une question de physiologie en fait. Il y a vraiment un fossé qui s'est créé entre ce que certaines personnes qui regardent l'émission pensent de moi et ce que moi je pense de moi. On m'arrête souvent dans la rue en me disant mais Ben, comment tu fais pour savoir tout ça ? Ces gens-là, ils ont pas conscience de la somme de travail qu'il y a derrière chaque épisode. Bah oui, mais donc du coup, tu sais des choses avec le temps, ça fait 10 ans, bien sûr que t'es un dictionnaire. T'es une encyclopédie, plutôt. Genre c'est... Arrête. Ah, moi j'aime pas ça, la fausse modestie. Bien sûr que tu sais que t'es intelligent. À croire que j'ai une connaissance encyclopédique hein, et innée, et que je sors pas mon plus beau prompteur pour vous raconter cette histoire sur Internet. Un prompteur dans lequel je vais mettre des textes sur lesquels, certes, je suis repassé, mais qui ont été écrits par d'autres, qui eux ont pris beaucoup plus de temps et ont fait beaucoup plus d'études pour en arriver là où ils sont. Ah oui, mais tu retiens un peu ce qui est écrit, enfin... Des gens qui sont absolument brillants, mais qui ont d'ailleurs eux aussi une connaissance parcellaire de l'histoire. Hein. Ils sont spécialistes de leur sujet, mais ils y connaissent absolument rien sur d'autres, et c'est pas grave. Perso, j'ai souvent ce qu'on appelle le complexe de l'imposteur. Hein. Je me retrouve dans des situations avec une vingtaine de personnes qui ont toutes des bacs plus 10 et écrit des trucs de dingo qui ont révolutionné leur domaine. Et moi, on me dit, t'en penses quoi, Ben alors que j'ai vendu mes petits chocolats chez Jeff de Bruges avant de passer mon BTS audiovisuel. Donc, rien à voir avec l'histoire. Mais c'est pas grave, c'est un entrepreneur, tu les fais vivre, tu les payes, ils te respectent, accepte-le, c'est tout. C'est la même croix que porte Dany. Quand il se retrouve avec des gens qui ont des cerveaux politiques qui le rendent complètement fou. C'est tout, accepte d'être le patron, tu es le patron, accepte-le, épouse ton destin. Mais ce que je retiens, c'est que ce boulot sur Nota Bene, c'est un travail collectif. Et sans fausse modestie, hein, je vous le dis, moi j'en suis très fier. Je pense qu'il est utile, comme celui de nombreux créateurs de contenu, de journalistes et de scientifiques. Ça, il faut le souligner aussi. Faire de la vulgarisation, comme beaucoup d'autres en font, c'est transmettre la connaissance. C'est partager des raisonnements. C'est partager des doutes, des évolutions. C'est montrer que la culture et les sociétés sont complexes. La vulga, c'est aussi important que la recherche en vrai. Bah oui, notamment parce que les universitaires... Moi, ce qui me casse les couilles, hein, mais ça commence à changer un petit peu. C'est que les universitaires, c'est un entre-soi, avec un sociolecte, qui est insupportable. C'est tellement hermétique. On dirait qu'ils écrivent des bouquins pour eux-mêmes. Ils cherchent pas à communiquer. Donc heureusement, et après ils crachent sur la pédagogie, sur la vulgarisation, mais il y a trop besoin. Dose. Comment ça, dose? Mais moi j'ai fait un master en art. Les gens, j'ai fait un master en art. J'ai eu des cours de philosophie de l'éthique.
Laissez-moi tranquille, en fait. Genre, c'est... J'ai eu des cours complètement absurdes où on essaye de m'expliquer des concepts compliqués sur l'art conceptuel. Oui, et... Ben, je l'ai observé, moi. Je vois la manière dont mes profs fonctionnent. Et je vois que cette critique, elle existe. Tout à l'heure, on parlait de Laganerie. Laganerie, son premier sujet, ça a été ça sur l'université. Ça a parlé du fait qu'il y a une espèce d'entre-soi, de côté hermétique. Je sais pas, moi, il faut que je vous remette l'extrait de Monique Pinson-Charlot sur une émission qui essaye de développer un propos sociologique et qui se fait insulter par les gens qu'elle essaye de défendre. C'est littéralement, c'est l'illustration de cette situation-là, en fait. Des doutes, des évolutions. C'est montrer que la culture et les sociétés sont complexes. Les académiques, c'est de la branlette entre soi. Mais non, c'est pas juste de la branlette. Justement, c'est pas ce que je veux dire. C'est un sociolecte. La différence, c'est que un sociolecte, c'est différent. En fait, c'est presque un crypto-langage. Un crypto-langage, c'est quand vous avez, en linguistique, un langage avec des codes qui permettent à la fois aux gens de se comprendre beaucoup entre eux-mêmes, en inventant des termes, en inventant des concepts, mais aussi pour permettre à ce groupe de ne pas être compris par d'autres. C'est aussi ça, le crypto-langage. C'est la même chose qu'à l'époque où les ecclésiastiques, ils utilisaient le latin pour lire la Bible et pour l'étudier, et globalement, le latin, on l'apprenait pas aux autres. Et du coup, ils parlaient comme ça, avec le langage courant, mais en mettant plein de mots latins, et les gens, ils comprenaient pas ce qu'ils disaient, mais ils se disaient, bon, bah, c'est le prêtre, et je vais le croire. Ben, c'est pareil pour un universitaire, en fait. Oui, il y a une forme de gatekeeping. C'est un sociolecte. Ça veut dire qu'au final, c'est plus ton intégration sociale à ce corps que ta valeur intellectuelle qui, des fois, fait que tu vas être compris et accepté par ces milieux. Et c'est ça le problème. Désolé, mais les universités, c'est pas fait pour que des gens, justement, soient juste entre eux à discuter des sujets intéressants. C'est qu'ils soient aussi capables de les offrir à des tas d'autres gens, en fait. De créer des trucs qui parlent à plein de gens. Donc voilà, et après, enfin, je veux dire, par exemple, ça, c'est un des reproches principaux qu'on peut faire, notamment à des Deleuze, moins à Foucault, mais à Foucault aussi quand même. Enfin, en tout cas, à tous ces penseurs-là aussi, je pense. C'est bien, on a évolué d'eux. C'est des penseurs hyper intéressants, moi j'aime bien les lire. Moi, ça me dérange pas d'entrer dans ce sociolecte, d'entrer dans ce crypto-langage, parce que j'ai des codes. Derrida aussi, bah oui, Derrida, l'un des pires. Mais ça m'intéresse. Et c'est dur à comprendre. Mais on peut quand même formuler ce reproche, en fait. Deleuze, c'est pas très lisible. Ah bah oui. Moi, j'ai mis le nez dans l'anti-Oedipe. Quel enfer. Quel enfer. Oui, la crypto-linguistique, oui. Il me semble que c'est un concept qui vient de... La crypto-linguistique, alors peut-être qu'il la développe pas comme je la développe, mais il me semble que ça vient de... Merde, comment il s'appelle déjà? Cryptolecte en bon grec. Ouais, on dit comme ça, cryptolecte. Comment il s'appelle déjà? Celui qui a fait... putain, un bouquin où... Oh merde, ça m'énerve. C'est pas les métamorphoses, non? Non, c'est pas Ovide, ça n'a rien à voir. Les gens, bordel! Ah! Le mec qui a fait un bouquin où il parle du catch, où il parle de la pub, où il parle de plein de trucs, là. Camus, non, pas Camus. Comment il s'appelle déjà? Le mec qui... Barthès, voilà, Barthès. Le cryptolex, crypto-linguistique, je sais plus. Il me semble que c'est un concept de Barthes. De Fabien Barthès, ouais. Mythologie, voilà, mythologie, c'est ça. J'ai dit métamorphose, mais c'est mythologie, pardon. Mais il me semble que ça vient de lui. Ça se dit Barthes, mais oui, bref. Des doutes, des évolutions. Mais allez lire Barthes, hein, c'est vraiment bien. C'est partager des raisonnements. C'est partager des doutes, des évolutions. C'est montrer que la culture et les sociétés sont complexes. Faire de la vulgarisation, pour moi, c'est cultiver finalement une certaine humilité. Pour nous-mêmes d'abord, et pour ceux qui nous écoutent ensuite. Ça veut pas dire qu'on peut pas s'engager. Ça veut dire qu'on est conscient de ses propres limites et des enjeux que parfois, on maîtrise pas. En 10 ans, c'est finalement ça que m'a appris l'histoire. C'est l'humilité. Et quand on est perdu face à la complexité du monde... Après, l'histoire ou tout domaine de savoir en soi. Je veux dire, c'est classique, hein, quand tu vois les thésards qui arrivent sur un plateau télévisé et qu'on leur dit « Bon, alors, c'est quoi votre avis ?» et qui sont en mode « Alors, je vais donner mon avis, mais je pense je suis pas la personne la plus qualifiée pour le faire. Bon, je suis désolé si je fais des erreurs. » Mais ta gueule! Tu as écrit une thèse! Tu fais partie des 2 ou 3 personnes en France les plus calées sur le sujet. Oui, bien évidemment que ça apprend l'humilité. Après, c'est bien. Moi, je trouve l'humilité, c'est un bon signe de santé intellectuelle. C'est bien de la cultiver, cette humilité, et de se donner les moyens de la comprendre sans se reposer sur ses lauriers.
Et aujourd'hui plus que jamais, je pense que beaucoup de gens en ont besoin. Si je voulais témoigner aujourd'hui, c'est pour vous montrer ces pressions que je subis depuis des années et que peut-être vous n'avez pas remarqué. Ou alors peut-être bien que vous les exercez, ces pressions. Mais je voulais que ça soit clair dans l'esprit de tout le monde, parce que il m'est arrivé d'avoir des mésaventures avec divers courants politiques de droite et de gauche. Après tout, chacun veut maîtriser son histoire. De mon côté, je suis pas encarté, mais j'ai une éducation de gauche. Et ça, c'est pas un gros mot, hein. Être de gauche, ça m'empêchera pas d'avoir un discours rigoureux à travers Nota Bene, qui est un travail collectif et scientifique. Mais depuis des années, il n'y a aucun mouvement politique qui a été plus virulent que l'extrême droite dans le fait de vouloir défendre sa vision romancée de l'histoire, et ça par la terreur. Bah oui, c'est ça, il y a des gauchistes qui t'ont peut-être cassé les couilles en disant Nota Bene, l'influenceur, brûlez vos idoles, oui bon. Mais l'extrême droite, c'est autre chose, hein. C'est une réalité, hein. C'est un système qui est bien huilé, des communautés qui sont fortes, soudées, oui. Et j'ai pas été le seul à en faire les frais. Ce sont leurs méthodes pour imposer leur programme partout et pas qu'en histoire. Cette vision de l'histoire... Moi j'ai dit Ben Bazé. Oui bon, après il fait une vidéo pour parler de son taf lors d'une élection, il aurait pu aller un peu plus loin, mais bon. Méthode pour imposer leur programme partout et pas qu'en histoire. Cette vision de l'histoire qu'on porte, nous, à travers l'émission, c'est une vision du partage, de la discussion, c'est ouvrir les horizons, c'est assumer un passé qui soit glorieux ou honteux, parce que c'est ça aussi, hein, aimer la France. C'est pas exalter un passé fantasmé et positif, c'est embrasser son histoire dans sa globalité. Bah oui. C'est se remettre en question. Mais oui, merci Oumissa. Mais oui, c'est d'être conscient de toute son histoire et de construire des bases qui nous plaisent en fait. La France, c'est ce qu'on en fait. Je veux dire, c'est juste un putain de drapeau, c'est juste une putain d'hymne national ou c'est ce qu'on en fait. Et on peut décider d'en faire autre chose. Mais c'est pour ça que même LFI, là, et son côté très le drapeau français, marseillaise et tout ça, les gens, des fois, ça peut les gêner. Mais c'est parce que c'est pas figé, la France et son identité. Reprendre cette identité, se l'approprier, c'est tout à fait possible, quoi. Moi, demain, si j'ai envie, à la Pride, je me mets en tenue moulante et je chante la marseillaise sur un char. Et bah, qui va m'engueuler? C'est tout, je me réapproprie la France, quoi. Laissez-moi. Chacun peut le faire, hein. Donc c'est pour ça, moi je trouve ça bien. C'est savoir faire preuve de responsabilité, de force, de courage, hein, quand on regarde cette histoire en face. Il n'y a pas besoin de parler de masochisme ou d'autoflagellation, hein, juste de courage. Vous n'êtes pas responsable des méfaits de vos ancêtres, c'est sûr. Mais vous êtes responsable à bien des égards du message que vous portez aujourd'hui. Oui. À tous ceux qui aiment l'histoire, à tous ceux qui ne veulent pas vivre dans la peur de l'autre, à tous ceux qui veulent apprendre pour mieux comprendre et partager, je vous dis merci pour votre soutien. Et à très vite sur Nota Bene. Bah oui. Et au moins on parle bien du drapeau. Oui. Ah non mais on en revient un peu à ce truc-là, hein. Je veux dire, les blancs, vous n'êtes pas responsables de l'esclavage. Merci Projet Terre. Enfin, je veux dire, je parle de ceux qui sont nés là, actuellement, là, qui ont été à l'école, qui grandissent à notre époque. Vous n'êtes pas directement les responsables, hein. Mais par contre, vous avez une responsabilité, c'est d'avoir conscience que vous êtes blanc. C'est... Je trouve assez intelligente la vision d'Antoine Léaumont sur le sujet. Je ne suis pas résolument... je ne suis résolu... Ah putain, mais le chat va trop vite. Mais cette vision de les valeurs de la France sont multiples et chacun y voit midi à sa porte, in fine. Oui, moi aussi j'aime beaucoup ça. Mais de toute façon, on connaît jamais ce qu'est la France, bordel. Je veux dire, est-ce que vous savez ce que c'est que la France à Lille? Genre, l'île, c'est la France, mais peut-être que beaucoup d'entre vous, vous y êtes jamais allés, vous savez même pas à quoi ça ressemble le Nord. Et moi, je sais pas à quoi ça ressemble chez vous. Et pourtant, on appelle ce pays la France, et pourtant, on n'en connaît qu'une petite partie, quoi. La seule vision qu'on a de ce pays, c'est un trou dans la lorgnette, hein.